John Gill était une figure de proue de la théologie baptiste au XVIIIe siècle. Né en Angleterre en 697, il était reconnu pour son intelligence vive, son érudition rigoureuse et son engagement indéfectible envers la doctrine baptiste calviniste. Ses écrits, prolifiques, couvraient un large éventail de sujets théologiques. Il s'est profondément intéressé aux Écritures, faisant preuve de compétences linguistiques impressionnantes en hébreu, en grec et en latin. L'œuvre de Gill continue d'influencer la pensée théologique aujourd'hui, confirmant sa place de figure clé de l'histoire baptiste. Né dans une famille qui valorisait l'éducation, j'excellais dans mes études. J'ai manifesté une aptitude remarquable pour les langues, maîtrisant le latin, le grec et l'hébreu dès mon plus jeune âge. Le parcours de John Gill pour devenir un théologien renommé a été marqué par une soif précoce de connaissances. Cette maîtrise linguistique s'est avérée inestimable dans ses travaux théologiques ultérieurs. Cela lui a permis de se familiariser avec les textes bibliques dans leurs langues originales. Le dévouement de Gill pour l'érudition et sa passion pour la compréhension des Écritures étaient évidents dès sa jeunesse. Ces qualités allaient façonner l'œuvre de sa vie. Alors que les prouesses intellectuelles de John Gill étaient évidentes dès son plus jeune âge, son parcours spirituel a pris un tournant significatif alors qu'il n'était qu'un adolescent. Le message a résonné profondément en lui. Il a embrassé les doctrines de la grâce avec une ferveur nouvelle. Assistant à un sermon prononcé par un pasteur baptiste, Gill a vécu un profond réveil. Cette expérience transformatrice a fait naître en lui une passion pour le partage des vérités qu'il en était venu à chérir. Cela a marqué un tournant dans sa vie, le conduisant vers une vie consacrée au ministère et à l'exploration théologique. La Gueule, section 4. Un berger et un érudit. Le ministère pastoral et les écrits de Gill. Le ministère de John Gill a commencé au début de la vingtaine. Il a été pasteur d'une congrégation baptiste en Angleterre pendant plus de 50 ans. Pendant ce temps, sa réputation de prédicateur et de théologien doué n'a cessé de croître. Les gens étaient attirés par sa profondeur de connaissances et sa capacité à communiquer clairement des concepts théologiques complexes. En plus de mes fonctions pastorales, j'étais un écrivain prolifique. J'ai produit de nombreux commentaires sur les Écritures, notamment mon exposition de la Bible entière. Mon travail témoigne d'une érudition méticuleuse et d'un engagement indéfectible envers l'autorité des Écritures. Les écrits de Gill ont cimenté son héritage en tant que figure incontournable de la théologie baptiste. Section 5. Épreuves et voyages. La rencontre de la famille Gill avec les Abénaquis. La vie de John Gill n'a pas été sans difficulté. La famille Gill, y compris le fils de John, également prénommé John, a vécu une expérience particulièrement éprouvante pendant son séjour en Amérique. Le jeune John, missionnaire, s'est rendu avec sa famille en Nouvelle-Angleterre. Leur voyage les a conduits au contact des Abénaquis, une tribu amérindienne. Cette rencontre, initialement pacifique, a pris une tournure dangereuse. Nous nous sommes retrouvés confrontés à des malentendus culturels et à la menace constante de conflits à la frontière. Cette expérience a mis en évidence les complexités de la vie coloniale et les défis auxquels étaient confrontés ceux qui cherchaient à répandre la foi chrétienne dans un nouveau monde. Abigail, section 6, un héritage durable. L'impact de Gill sur la théologie baptiste. L'héritage de John Gill en tant que théologien continue d'influencer la pensée baptiste aujourd'hui. Ses écrits, en particulier ses commentaires et sa théologie systématique, sont toujours étudiés et admirés. L'engagement indéfectible de Gill envers l'autorité des Écritures, son érudition rigoureuse et sa formulation claire des doctrines calvinistes ont laissé une marque indélébile sur l'histoire baptiste. Son œuvre continue de susciter le débat et d'inspirer les nouvelles générations de théologiens. La vie et l'œuvre de John Gill
témoigne de la puissance durable de l'exploration théologique et de l'impact durable d'une vie consacrée à l'étude et à la proclamation des Écritures. Nous sommes en 1660. Au cœur de Salisbury, dans le Maine, la vie est simple, paisible. Samuel Gill, un humble fermier, vit avec sa famille. Il travaille la terre, prime dans la petite église et célèbre les joies simples de la vie. Samuel, un homme à la force tranquille, a inculqué à ses enfants les valeurs d'honnêteté, de travail acharné et de gentillesse. Il ne se doute pas que le destin lui réserve d'autres projets. Par une froide soirée, alors que le soleil projette de longues ombres sur les champs, un groupe de guerriers Abénakis arrive. La peur s'empare du petit village. Les Abénakis, connus pour leur bravoure et leur prouesse au combat, sont une force sur laquelle il ne faut pas compter. À la surprise générale, ils viennent en paix. Ils cherchent Samuel, non pas pour lui faire du mal, mais pour lui faire une proposition. Leur chef, un sage ancien nommé Wabanaki, a entendu parler de la réputation de justice et de sagesse de Samuel. Il propose un marché. Samuel les accompagnerait, apprendrait leurs coutumes, et en retour, les Abénakis partageraient leur connaissance de la terre et assureraient la sécurité de Salisbury. C'est une décision difficile, mais Samuel, guidé par un sens du devoir inébranlable, accepte. Il part avec les Abénakis, laissant derrière lui sa vie et sa famille, s'engageant vers l'inconnu. La vie parmi les Abénakis est rude mais enrichissante. Samuel apprend leur langue, leurs coutumes, leur lien profond avec la nature. Il s'avère être un apprenant rapide et un chasseur habile. Les Abénakis, impressionnés par sa résistance et son caractère, l'accueillent comme l'un des leurs. Ils le surnomment « cœur vaillant » pour son courage et sa détermination sans faille. Un soir, réunis autour d'un feu crépitant, Wabanaki partage d'anciennes histoires avec Samuel. Des histoires d'une épée légendaire, l'épée de Bleuet d'Excalibur, imprégnée de pouvoirs mystiques. Une épée qui choisissait son porteur, un protecteur destiné à apporter la paix et la justice dans le monde. Wabanaki parle d'une prophétie, un descendant de leur tribu, qui un jour brandirait l'épée et accomplirait son destin. Les années se transforment en décennies. Samuel, endurci par ses expériences, est devenu un pont entre les colons et les Abénakis. Il prévient les conflits, négocie des traités et veille à ce que la paix règne. Mais le destin, semble-t-il, lui réserve une dernière surprise. Des nouvelles arrivent d'outre-océan. L'Espagne, un empire puissant, empiète sur les territoires anglais. L'appel aux volontaires pour combattre pour la couronne atteint même les coins les plus reculés du Nouveau Monde. Samuel, bien que satisfait de sa vie parmi les Abénakis, ressent à nouveau l'appel du devoir. Il décide de se joindre au combat. Les Abénakis, respectant sa décision, lui offrent une épée magnifiquement travaillée, sa poignée ornée d'un unique saphir bleu. Ils y voient un signe, un murmure de la prophétie que Wabanaki avait partagée des années auparavant. Samuel, bien que sceptique, accepte le cadeau avec gratitude. Il embarque pour l'Europe, laissant derrière lui le seul foyer qu'il ait connu depuis des années. Il ne se doute pas qu'il s'engage dans un voyage qui allait bouleverser à jamais le destin de sa famille, un voyage qui allait résonner à travers les générations à venir. La France se tenait au bord du précipice du changement. L'année était 1789 et la Révolution française s'est enflammée, alimentée par les flammes du mécontentement. Au milieu du chaos et de la ferveur, un jeune homme nommé Louis-Joseph Gill est sorti de l'ombre. Il possédait une croyance inébranlable en la liberté et l'égalité, des principes qui résonnaient avec l'âme même de la Révolution. Avec une conviction inébranlable, j'ai rejoint les rangs de ceux qui ont osé défier l'ordre ancien. Je n'étais pas un homme de naissance noble ou de privilèges hérités. Je venais de la campagne humble, mon cœur imprégné des luttes de l'homme du commun. Pourtant, ce qui me manquait en statut social, je l'ai largement compensé par le courage, l'intelligence et un charisme naturel qui a attiré les autres à ma cause. Ces paroles, empreintes de passion et de conviction, ont enflammé le cœur de ceux qui les ont entendues. Alors que la Révolution faisait rage, l'étoile de Louis-Joseph a continué de monter. Son sens tactique sur le champ de bataille
associée à sa capacité à inspirer et à diriger, lui a valu l'admiration de ses camarades et le respect de ses ennemis. Il ne s'est pas battu pour un gain personnel ou la gloire, mais pour les idéaux qui lui étaient chers: liberté, égalité, fraternité. Les vents de la Révolution ont porté Louis-Joseph à travers l'Atlantique, le cœur tourné vers une nouvelle mission. La colonie française du Québec réclamait un leadership, un leader capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du changement et de tracer une nouvelle voie pour son peuple. Avec mon engagement indéfectible envers la justice et l'égalité, j'ai répondu à l'appel. Nommé gouverneur du Québec, je me suis lancé dans une série de réformes ambitieuses. Je croyais au pouvoir de l'éducation pour élever les masses et j'ai établi les premières écoles publiques de la colonie. J'ai reconnu l'importance d'un système juridique juste et équitable, mettant en œuvre des réformes qui garantissaient l'égalité des droits à tous les citoyens, quel que soit leur statut social ou leurs croyances religieuses. Les réformes de Louis-Joseph n'ont pas été sans difficulté. Il a rencontré l'opposition de ceux qui s'accrochaient aux anciennes habitudes, ceux qui craignaient le changement et cherchaient à maintenir leur emprise sur le pouvoir. Pourtant, il a affronté chaque obstacle avec une détermination sans faille, guidé par sa croyance en la bonté inhérente et au potentiel de l'humanité. Son héritage resterait à jamais gravé dans les annales de l'histoire du Québec, un témoignage du pouvoir transformateur de la vision d'un seul homme. L'esprit de Louis-Joseph Gilles, sa soif de connaissance et sa poursuite inébranlable du progrès ont résonné à travers les générations. Ses descendants, portant le flambeau de l'héritage de leurs ancêtres, ont réalisé des exploits extraordinaires dans les domaines de la science et de l'innovation. Parmi eux, deux noms ont brillé d'un éclat particulier: Isaac Newton Gill et Benjamin Franklin Gill. Né dans un monde débordant de découvertes scientifiques, moi, descendant direct de Louis-Joseph, je possédais un intellect qui dépassait mon âge. Dès mon plus jeune âge, j'ai dévoré des livres de mathématiques, de physique et d'astronomie, mon esprit captivé par les mystères de l'univers. J'ai passé d'innombrables heures dans mon laboratoire de fortune à mener des expériences qui repoussaient les limites de la compréhension scientifique. Benjamin Franklin Gill, à quelques générations d'Isaac, a hérité de l'esprit inventif de son ancêtre. Inspiré par le travail révolutionnaire de Benjamin Franklin sur l'électricité, j'ai consacré ma vie à exploiter le pouvoir de cette force nouvelle. Mes inventions, révolutionnaires pour l'époque, ont éclairé les maisons, alimenté les usines et transformé le tissu même de la société. L'histoire commence aux abords de la ville de Québec. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Un garçon nommé Louis-Joseph Gill grandit. C'est un garçon intelligent. Louis-Joseph apprend le monde qui l'entoure. Il apprend la liberté. Il entend des histoires sur la Révolution américaine. Louis-Joseph est un jeune homme lorsque la Révolution française éclate. Le peuple de France se soulève contre son roi. Il veut la liberté. Il veut l'égalité. Il veut la fraternité. Son cri est entendu de l'autre côté de l'océan. Louis-Joseph ressent une affinité avec les révolutionnaires français. Il croit en leur cause. Il décide de se joindre à leur combat. Louis-Joseph s'embarque pour la France. Il laisse derrière lui sa maison. Il laisse derrière lui sa famille. Mais il navigue vers son destin. Il va se battre pour la liberté. Il va se battre aux côtés des révolutionnaires. Il va changer le monde. Louis-Joseph est un homme d'action. Il n'a pas peur de se battre pour ce en quoi il croit. Il gravit rapidement les échelons de l'armée française. Il se montre un soldat courageux et habile. Son courage et son dévouement ne passent pas inaperçus. Il attire bientôt l'attention d'une étoile montante de l'armée française. Son nom, Napoléon Bonaparte. La France est à l'autre bout du monde du Québec. C'est un lieu de grande effervescence. C'est un lieu de grande agitation. La Révolution bat son plein. Les rues de Paris sont animées. Il y a des manifestations, il y a des émeutes, il y a des exécutions. C'est une époque de grands changements.
C'est une époque de grande incertitude. Louis-Joseph plonge tête baissée dans la Révolution. Il combat aux côtés du peuple français. Il est témoin à la fois des triomphes et des horreurs de la Révolution. Il voit le meilleur et le pire de l'humanité. Il ne perd jamais de vue ses idéaux. Il croit en la cause de la liberté. Il croit en la promesse de la République. À travers le chaos, Louis-Joseph se distingue sur le champ de bataille. Il se bat avec courage et habileté. Il gravit les échelons, attirant l'attention de Napoléon Bonaparte. Napoléon est impressionné par le jeune Québécois. Napoléon voit en lui une âme sœur, un frère d'armes prêt à se battre pour la liberté. Napoléon prend Louis-Joseph sous son aile. Louis-Joseph devient un membre de confiance du cercle restreint de Napoléon. Il combat aux côtés de Napoléon dans certaines des batailles les plus importantes de la Révolution française. Il assiste de visu à l'ascension au pouvoir de Napoléon. Il voit la naissance d'une légende. Napoléon est un leader charismatique. C'est un brillant stratège. Il gravit rapidement les échelons de l'armée française. Il devient général. Il devient premier consul. Il devient empereur de France. Louis-Joseph est à ses côtés pendant tout ce temps. Napoléon fait confiance à Louis-Joseph. Il apprécie ses conseils et sa loyauté. Il sait que Louis-Joseph est un homme de parole. C'est un homme qui croit en la liberté. Napoléon lui fait une promesse qui aura des conséquences durables. « Retournez au Québec », dit Napoléon à Louis-Joseph. « Battez-vous pour la libération de votre peuple. Chassez les Anglais. Et lorsque vous serez victorieux, la terre vous appartiendra. Le lot numéro 1 de l'ancien cadastre canadien. Un royaume pour un roi. Ce n'est pas une promesse comme les autres. C'est une promesse de terre. C'est une promesse de liberté. C'est la promesse d'un avenir meilleur pour le peuple québécois. » Louis-Joseph prend cette promesse à cœur. Il sait qu'il doit rentrer chez lui. Il a un destin à accomplir. Il doit libérer son peuple de la domination anglaise. Louis-Joseph retourne au Québec transformé. Il a vu le monde. Il a combattu dans une révolution. Il a regardé Napoléon Bonaparte dans les yeux. Il n'est plus un jeune homme naïf. C'est un soldat aguerri. C'est un homme investi d'une mission. Il est prêt à se battre pour la liberté de son peuple. Le Québec est sous le contrôle des Britanniques. Les Français ont été vaincus. Le rêve d'un Canada français semble perdu. Mais Louis-Joseph n'a pas perdu espoir. Il se souvient de la promesse de Napoléon. Il sait ce qu'il a à faire. Louis-Joseph voit l'injustice du régime britannique. Il voit comment le peuple québécois est traité comme un citoyen de seconde zone. Il entend ces murmures de mécontentement. Il sait qu'il aspire à la liberté. Il sait qu'il n'est pas seul. Il commence à rassembler des partisans. Il partage ses expériences en France. Il leur parle de la Révolution. Il leur parle de Napoléon. Il leur parle de la promesse de liberté. Il commence à semer les graines de la rébellion. Il construit une armée de libération. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les villes et les villages du Québec. Les gens entendent des rumeurs au sujet d'un soldat français, un soldat qui a combattu avec Napoléon, un soldat qui est revenu pour les libérer des Britanniques. Des hommes, jeunes et vieux, affluent sous sa bannière. Des fermiers, des forgerons, des commerçants. Ce sont des fils du Québec. Ils sont fatigués du régime britannique. Ils sont prêts à se battre pour leur liberté. Ces hommes ne sont pas des soldats. Pas encore. Ce sont des fermiers, des forgerons et des instituteurs. Ce sont les gens ordinaires du Québec. Ils sont unis par un désir commun. Ils veulent être libres. Louis-Joseph voit le feu dans leurs yeux. Il sait qu'il peut en faire une armée. Il commence à les entraîner en secret. Il leur apprend à se battre. Il leur apprend à tirer. Il leur apprend à élaborer des stratégies. Il en fait une force de combat. Ils sont prêts à affronter les Britanniques. Ils sont prêts à se battre pour leur patrie. Ils sont prêts à donner leur vie pour la liberté. Louis-Joseph sait qu'il ne peut pas affronter les Britanniques au grand jour, pas encore. Il doit faire preuve de stratégie. Il doit être intelligent.
Il doit utiliser l'élément de surprise. Il décide de mener une guérilla. La rébellion commence petit à petit. Des actes de sabotage, couper les lignes de ravitaillement, perturber les communications britanniques. De petites victoires qui renforcent la confiance. Ils frappent depuis l'ombre. Ils se fondent à nouveau dans la campagne. Les Britanniques sont pris au dépourvu. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne comprennent pas l'ennemi. Ils sous-estiment les rebelles. Ce sera leur perte. Louis-Joseph et ses patriotes deviennent une épine dans le pied des Britanniques. Ils sont partout et nulle part. Ils sont une nuisance constante. Ils représentent une menace croissante. Les Britanniques commencent à s'inquiéter. Ils doivent mettre fin à cette rébellion. Et ils doivent faire un exemple avec ces rebelles. La rébellion ne peut pas rester secrète éternellement. Les Britanniques se rapprochent. Ils se rapprochent de Louis-Joseph et de ses hommes. Un affrontement est inévitable. Les patriotes vont devoir tenir bon et se battre. Un jour fatidique, les casques rouges rattrapent les rebelles. C'est une bataille acharnée. Les rebelles sont en infériorité numérique. Ils sont à court d'armes. Mais ils ne sont pas surpassés. Ils se battent avec le courage du désespoir. Ils se battent avec la fureur d'hommes possédés. Les rebelles se battent comme des loups acculés. Ils se battent pour chaque centimètre de terrain. Ils se battent comme des hommes qui n'ont plus rien à perdre. Ils se battent pour leur liberté. Ils se battent pour leur famille. Ils se battent pour leur avenir. Louis-Joseph est au cœur de la bataille. C'est un leader inspirant. Il se bat aux côtés de ses hommes. Il les encourage. Il leur donne espoir. Mais le vent tourne contre eux. Les patriotes se battent courageusement. Mais les Britanniques ont un avantage. Ils ont le nombre. Et ils ont une arme secrète. Un traître dans les rangs des patriotes. Un homme qui a été acheté par les Britanniques. Le traître révèle la position des rebelles. Il trahit ses camarades. Il trahit sa patrie. Les Britanniques encerclent les rebelles. Ils sont pris au piège. Ils n'ont aucune échappatoire. Louis-Joseph et ses hommes sont capturés. Ils sont emprisonnés. Ils sont condamnés comme des traîtres. Ils sont condamnés à mort. Leur sort est scellé. Louis-Joseph est dévasté. Il sait ce que cela signifie pour ses hommes. Il sait ce que cela signifie pour le Québec. Il a échoué dans sa mission. Il a échoué envers ses hommes. Il a échoué envers Napoléon. Mais surtout, il a échoué envers sa patrie. Le jour de l'exécution arrive. Louis-Joseph et ses hommes sont conduits à la potence. Le lieu est symbolique, le pont Jacques-Cartier, un symbole de la puissance britannique. Les hommes restent provocateurs jusqu'au bout. Ils chantent des chants de liberté. Ils crient leur mépris des Britanniques. Ils ne montrent aucune peur. Ce sont des martyrs de la cause de la liberté. Un à un, les patriotes sont pendus. Leurs corps sont laissés à se balancer au vent. Un avertissement à quiconque oserait défier la domination britannique. La rébellion est écrasée. Le rêve de liberté est en train de mourir. Louis-Joseph est le dernier à partir. Il regarde la foule. Il voit les visages de ses compatriotes. Il sait que sa mort ne sera pas vaine. Il sait que le combat pour la liberté continuera. « Vive le Québec libre !» crie-t-il. Ses paroles résonnent à travers les âges. Un cri de ralliement pour les générations futures. Un rappel que le combat pour la liberté ne meurt jamais. 200 ans passent. L'histoire de Louis-Joseph Gill tombe dans l'oubli. Son sacrifice est oublié. Son nom est perdu pour l'histoire. Mais certaines histoires ne sont pas faites pour rester enfouies. Certains héros sont destinés à être redécouverts. Tommy est un passionné d'histoire. Il passe ses journées à fouiller dans les archives. Il se penche sur de vieilles cartes et de vieux documents. Il est à la recherche de chapitres perdus de l'histoire du Québec. Il est à la recherche de héros oubliés. Un jour, Tommy tombe sur une collection de documents poussiéreux. Il raconte une histoire incroyable. L'histoire de Louis-Joseph Gill. L'histoire de la rébellion. L'histoire de la promesse faite par Napoléon. L'histoire d'un héros oublié. Tommy est captivé par ce qu'il lit.
Il sait qu'il a trouvé quelque chose de spécial. Il sait qu'il doit partager cette histoire avec le monde entier. Il sait qu'il doit sortir Louis-Joseph Gilles de l'ombre. Il sait qu'il doit honorer son sacrifice. Tommy sait ce qu'il a à faire. Il doit raconter l'histoire de Louis-Joseph. Il doit s'assurer que Louis-Joseph et ses hommes ne soient jamais oubliés. Il doit honorer leur sacrifice. Tommy lance une campagne. Il contacte des historiens. Il parle à des journalistes. Il parle à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Il leur parle de Louis-Joseph Gilles. Il leur parle de la rébellion. Il leur parle du sacrifice des patriotes. Lentement mais sûrement, les gens commencent à prêter attention. L'histoire de Louis-Joseph Gilles captive l'imagination du public. Les gens sont inspirés par son courage, ils sont émus par son sacrifice, ils sont déterminés à honorer sa mémoire. Un monument est érigé en leur honneur, un hommage durable à leur bravoure. Leurs noms resteront gravés dans les mémoires, leur sacrifice ne sera jamais oublié. L'histoire de Louis-Joseph Gilles nous rappelle que le combat pour la liberté n'est jamais terminé.